Bonjour, bienvenue à cette session débutée avec l'analyse technique. Donc l'objectif aujourd'hui est de faire un point sur ce qu'est l'analyse technique, d'avoir une meilleure compréhension des outils, des indicateurs, de l'approche, également de comment on peut retrouver cela sur le site EasyBourse, notamment via les graphiques. Quels sont nos graphiques proposés, les graphiques dynamiques, comment on peut dessiner dessus, comment on peut retrouver des indicateurs, comment les utiliser, également aussi de voir si on propose des outils un peu plus techniques pour explorer davantage le sujet. Alors c'est une session interactive, vous pourrez poser vos questions et je m'efforcerai d'y répondre le mieux possible au fur et à mesure. Alors, le sujet et le déroulement. Donc on va déjà expliquer ce que c'est que l'analyse technique, notamment par rapport à l'analyse fondamentale. Un petit tour via les théories, et puis après, on ira notamment voir ce que c'est que les moyennes mobiles. Puis après, on ira un peu plus dans la technique avec des indicateurs mathématiques, les chandeliers japonais, les célèbres chandeliers japonais, et quelques mots ensuite sur l'outil Pro Realtime. Alors, effectivement, l'analyse technique, il y a deux grandes approches générales pour investir en bourse. Donc, de manière générale, il y a soit l'analyse fondamentale, soit l'analyse technique. Et bien sûr, l'idée générale, c'est si on peut coupler les deux ensemble, eh bien, on aura des meilleurs résultats. Alors, pour définir ce que c'est que l'analyse technique, souvent, c'est bien de repréciser ce que c'est que l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est de partir du réel, et notamment, par exemple, en ce moment, c'est de partir de la crise du Covid, ce que font les banques centrales, le déconfinement, les premiers signes de reprise de la consommation, donc de l'environnement économique global, et puis après, de zoomer progressivement vers l'entreprise, donc le secteur, puis après l'entreprise, lancement de produits, les projets, puis l'analyse financière, est-ce que la société est endettée, pas endettée, sa capacité à faire des profits, et puis ensuite l'analyse boursière, où là on va voir si le cours de l'entreprise est surcoté ou sous-évalué. Notamment, on comparera notamment les sociétés entre elles, souvent via le bénéfice, notamment souvent par ce qu'on appelle le price earning ratio. C'est quoi? C'est on prend la capitalisation boursière qu'on divise par le résultat et on regarde en combien d'années le résultat peut financer en quelque sorte toute la capitalisation boursière. Et après, ça permet de voir si, en comparant avec des sociétés du même secteur, si l'entreprise est sous-évaluée ou surévaluée par rapport à ses confrères. Donc voilà l'analyse fondamentale. Et juste encore un petit mot tout simplement sur ce que peut proposer EasyBourse, sur cette façon très simple d'aborder les choses. Equity Trade Analysis, un outil qu'on a en mode connecté qui se base que sur l'analyse fondamentale, qui permet d'avoir tous les jours sur chaque société des notes. Est-ce que, au vu de l'analyse fondamentale avec Quality, est-ce que telle société, sur une période de 3 à 5 ans, le long terme, après vert 1 an, jaune 3 à 6 mois, rouge quelques jours, et de comparer les sociétés entre elles. Également le consensus. Le consensus, c'est plusieurs fois par semaine des experts qui donnent leur avis sur chaque société. Bon, allons maintenant sur le sujet principal du jour, l'analyse technique. Alors c'est quoi? L'idée, c'est de plus du tout s'intéresser au contexte, à l'environnement, à la société. On ne fait que regarder le cours. Et voilà. Et l'idée générale, c'est que toute l'information disponible est déjà dans le cours. Donc, on ne regarde que le graphique et on fait abstraction de tout le reste. Alors, excusez-moi. Et voilà, donc il y a l'idée d'une vision prospective. On regarde le passé avec l'idée générale que l'histoire se répète, que les mêmes scénarios produisent les mêmes effets et que dans une configuration donnée, il y a une probabilité importante que telle chose se reproduise. Donc une vision prospective. Il y a une dimension psychologique aussi, et également aussi parce que, comme beaucoup de gens et beaucoup d'investisseurs connaissent l'analyse technique, c'est un peu autoréalisateur, c'est-à-dire qu'en face d'une configuration, en face d'une figure de marché, beaucoup de gens vont réagir
de la même façon, et puis chacun sait que les autres vont réagir de cette façon-là. Donc, c'est un effet autoréalisateur. Également aussi la psychologie dans la mesure où l'analyse technique, eh bien, comme ça analyse les cours, et qu'il faut considérer que les cours, eh bien, c'est quoi? C'est les dernières transactions faites, et les transactions faites, c'est le prix d'achat entre acheteurs et vendeurs, et donc c'est un rapport de force entre les acheteurs, les vendeurs, et il y a la psychologie de ce rapport de force qui aussi à prendre en considération. Et on verra que via les volumes, en regardant les volumes, donc c'est une deuxième graphique à regarder, hein, il y a le graphique du cours, mais aussi le graphique du volume, où on voit cet impact psychologique qui est à croiser. Donc, regardez, les deux graphiques seront importants durant toute cette session. Alors, bien sûr, l'idée générale, l'analyse technique, c'est intéressant. C'est intéressant d'autant plus si on utilise cela de manière complémentaire avec bien sûr l'environnement général et l'analyse fondamentale. Effectivement, comment faire abstraction des grandes déclarations des banques centrales en ce moment ou du Covid. Et donc, voilà, donc il faut croiser les approches pour pouvoir gagner en performance. Alors, sur l'analyse technique, petit élément de théorie, notamment la théorie de dos. Attendez, je vais bien ouvrir mes questions pour si jamais. Donc une première question, est-ce que la présentation est téléchargeable? Non, mais je vous l'enverrai. Je ne l'ai pas mis en téléchargement, mais je vous l'enverrai si vous m'envoyez un mail. Alors, la théorie, effectivement, le grand précurseur, promoteur et fondateur de l'analyse technique, qui est Charles Dow, qui est américain, qui a créé notamment l'indice Dow Jones. Et lui, l'idée générale, c'est intéressant de voir que sa vision est assez simpliste, mais qui est vraiment éclairante. C'est un cycle général d'évolution du cours de l'action en 3 phases. Première phase, donc là, il n'y a que ce qu'il appelle les grandes mains, les grands investisseurs qui commencent à se positionner alors que le grand public, lui, ne s'intéresse pas encore au sujet. Le cours commence à monter, le grand public est toujours un peu prudent, ne commence pas à y aller ou très légèrement. Et puis une fois que ça a bien monté, les grandes mains vendent. Augmentation des volumes d'ailleurs. Il y a de l'enthousiasme de la part des particuliers, mais comme les grandes mains se retirent, eh bien le marché commence à baisser. Et bien sûr, ceux qui se sont entrés en dernier lieu, eh bien le cours commence à baisser, donc souvent ils se repositionnent parce qu'ils disent tiens, il y a un rebond, c'est bien. Mais non, ça baisse parce que les grandes mains ne sont plus là. Et donc, il y a des phases après de peur. Et ensuite, on revient au point initial où effectivement, beaucoup de particuliers disent bon, j'arrête, je capitule, je renonce, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout simple comme graphique, mais ça permet effectivement déjà de voir que, eh bien, comme l'histoire se répète, et qu'il faut acheter quand les marchés commencent leur cycle et pas quand c'est le plus haut, eh bien, il faut se méfier doublement. Voilà, donc l'effet suiveur n'est jamais forcément une bonne conseillère en analyse technique. Donc, en analyse technique, on regarde les tendances, et les tendances, il faut essayer de les prendre au début et bien sûr pas à la fin. Voilà. Et autre chose aussi qui peut être intéressante ou éclairante sur la façon d'approcher les choses, c'est de définir ce que c'est qu'un marché haussier, parce que un marché, par exemple, c'est pas parce que ça baisse pendant 1 heure ou ça baisse pendant 1 jour ou 2 jours que le marché est baissier. Alors, ce sera intéressant pour toute la suite de ce webinaire. C'est quoi un marché haussier? Eh bien, c'est quand une succession de points bas sont de plus en plus hauts et une succession de points hauts sont de plus en plus hauts. Voilà, donc c'est mon petit graphique. Et réciproquement, pour un marché baissier, les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont de plus en plus bas également. Voilà. Et le range, c'est quoi? C'est quand on est dans une phase un peu stationnaire. Et ce qui sera intéressant, c'est tout ça, c'est pour éliminer le bruit, parce qu'il y a toujours des phases de consolidation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut regarder les choses avec il faut dézoomer les choses pour regarder un petit peu avec un peu de recul.
pour éviter de se laisser trop impressionner par un mouvement de quelques heures ou d'un jour ou 2 jours. Et deuxièmement, c'est la confirmation par les volumes. Par exemple, quand le marché monte pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, et tout d'un coup il y a une augmentation des volumes, eh bien ce sera un signal qui sera intéressant. Ça voudra dire qu'il va se passer quelque chose de particulier. Alors souvent, suite à une hausse et qu'il y a beaucoup de volume, eh bien c'est souvent qu'il y a une prise de bénéfices, un ensemble de gens qui vendent, et donc ce sera souvent le annonciateur d'une fin de la hausse. Et réciproquement, si le marché a beaucoup baissé depuis un certain temps et qu'il y a de plus en plus de volume tout d'un coup, alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit que il y a beaucoup de gens se repositionnent et à l'achat, donc annonciateur d'un retournement, donc parce que ça veut dire que les gens se réintéressent à l'action et se repositionnent, annonciateur de retournement. Mais parfois, toujours se méfier un petit peu, parce que parfois ça peut vouloir dire, notamment sur les petites sociétés, que si le marché le cours a beaucoup baissé pendant longtemps, puis il y a une augmentation tout d'un coup de volume, ça peut vouloir dire aussi que les gens se désintéressent de l'action et ne veulent plus l'avoir dans leur portefeuille. Donc attention à cette augmentation de volume, notamment sur les petites sociétés, ça peut vouloir dire parfois un désintéressement, même si globalement et généralement, ça veut plutôt vouloir dire attention, il se passe quelque chose d'intéressant, ce sera plutôt un retournement. Alors, l'analyse technique, deux approches. Il y a une approche plutôt la plus simple, c'est l'analyse graphique, où on va regarder un peu directement le graphique et trouver des supports, des résistances, on verra ce que c'est, des figures pour déterminer des opportunités d'investissement, des points d'entrée, des points de sortie. Et il y a une approche un peu plus technique, encore plus technique, je dirais, c'est l'analyse statistique, où là, on va appliquer un ensemble d'interprétations avec des indicateurs de tendance. Il y aura une reconstruction, en quelque sorte, du graphique pour essayer d'anticiper davantage les mouvements de marché. Donc, dans le cas de l'analyse graphique à gauche, on voit ce qui se passe. Dans l'analyse statistique, eh bien, on est capable d'anticiper, de voir les frémissements, d'anticiper les choses qui peuvent commencer à se passer ou qui vont se passer parce qu'on a plus de finesse dans des informations complémentaires. Voilà. C'est qu'on est plus dans l'analyse graphique, on est plus dans ce qu'on voit, et l'analyse statistique, on est plus dans les changements de variation, un peu comme des dérivés, pour pouvoir anticiper les choses. Alors, on va aller voir maintenant de manière plus pratique comment ceci est présenté sur le site. Donc là, je vous ai fait un graphique tout simple que j'ai pris hier sur le site EasyBourse sur le CAC 40, et on va aller voir de manière plus concrète comment on fait et comment on retrouve ces graphiques sur le site EasyBourse. Voilà, donc là, je suis sur le site EasyBourse. Supposons que je m'intéresse à une société, par exemple, je vais prendre Michelin. Voilà, que tout le monde connaît. J'ai deux types de graphiques, des graphiques historiques et des graphiques dynamiques. Donc c'est à cela que l'on va s'intéresser. Donc les voilà. Et alors, premier élément important, ce sera effectivement ce zoom, le fait de zoomer et dézoomer. Parce que plus on prend les choses avec du temps, plus ça permet de ne pas se laisser impressionner par un mouvement de court terme. Alors, je vais vous passer en revue différentes fonctionnalités, puis après on ira voir dans ma présentation en détail à quoi ça correspond exactement et leur signification exacte. Alors, sur les fonctionnalités de ce graphique, une des choses importantes, c'est notamment que l'on peut dessiner dessus. Donc pour dessiner, vous avez ce petit onglet de dessin, et ici vous avez un choix de lignes qui vous sont proposées. Donc vous prenez par exemple celle-là, et après l'idée générale,
c'est ce qu'on appellera là des supports, c'est d'aligner des points bas. Aligner les points bas. Et donc, c'est ce qu'on va appeler donc un support. Et l'idée générale du support, eh bien, c'est que plus ce support a été touché un nombre important de fois, et plus ce sera sur une grande période, et plus il y aura eu de l'amplitude des mouvements, plus ça donnera du sens à ce support. Et quand le principe d'interprétation de ce support, c'est de dire que quand ce support est franchi, eh bien, il y a une accélération ici à la baisse. Donc l'idée générale de ces supports, quand on en détermine un et qu'il fait sens, c'est de se dire chaque fois que là ça se rapproche, eh bien, on peut se positionner ici à l'achat. Mais si jamais il est franchi, eh bien, il faut vendre. Voilà. Il faut vendre ou se positionner en vente à découvert si vous avez du SRD, ou en vente à découvert ou avec des puts si vous avez un compte titre et que vous avez des turbos, des varants ou des certificats qui sont orientés à la baisse. Voilà. Et puis après, bien sûr, vous pouvez mettre aligner les points hauts, c'est ce qu'on va appeler donc des résistances. Et effectivement, même principe, plus le point a été touché un nombre important de fois, plus sur une grande période, plus avec beaucoup d'amplitude de chaque mouvement, plus ça donnera du sens à cette résistance, et plus elle sera valable, et plus vous allez vous approcher de cette résistance, plus ce sera intéressant pour vous de vendre. Mais si jamais ça franchit, eh bien là, pourquoi pas se positionner à la hausse. Voilà. Donc ici, c'est intéressant pour vous de vendre quand c'est en dessous de 130, mais si c'est à 132, 135, ça devient intéressant d'acheter. Voilà. Là, c'est pas forcément intuitif de se dire je vends à 128 et j'achèterai à 132 ou 135. Voilà. Donc après, effectivement, l'idée après, c'est de pouvoir, bien sûr, ici, sur du plus court terme, de pouvoir également ici aligner les points hauts et se dire voilà, attention, à 89,70, il se fasse quelque chose de particulier, et de pouvoir comme ça assez simplement. Alors, c'est pas toujours, bien sûr, il n'y a pas de vérité absolue dans ces toutes les résistances et tous les supports n'ont pas la même pertinence. Il faut tout simplement les chercher, trouver ce qui fait sens, zoomer et dézoomer. Voilà. Alors, pour passer, alors ici, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez aussi changer les façons d'afficher le graphique, hein, heure, jour, semaine. Alors, une fois que vous avez fait vos dessins, là j'ai fait mes dessins ici, je peux bien sûr après supprimer avec la poubelle ce que j'ai pu mettre pour redessiner des choses différentes. Je peux passer, en appuyant sur ce petit bouton vert, je veux passer à ce qu'on appelle les indicateurs, que je vais vous expliquer juste après, où là, vous pouvez passer sur les différentes représentations du graphique, et notamment ce que je vais expliquer juste après, ce sera un peu plus tard, ce sera les chandeliers japonais. Voilà. Il y aura les mois immobiles que je vais vous expliciter aussi après, les mois immobiles arithmétiques, les mois immobiles exponentiels. Je vous parlerai, je vous montre juste où c'est, parce qu'après ça sera plus simple dans l'exposé. Dans les indicateurs, je vais vous montrer après la MACD et notamment le RSI. Et puis, toujours aussi intéressant, c'est de pouvoir après comparer ce que fait telle valeur par rapport à un indice, par exemple le CAC 40. Est-ce que Michelin surperforme ou sous-performe le CAC 40? Les volumes dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Voilà, donc effectivement, ici, des gros volumes quand ça touchait la baisse. Beaucoup de gens se sont repositionnés. Alors, juste un point important sur les volumes, c'est que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de volume que ça monte ou qu'il y a beaucoup de volume que ça baisse. Parce qu'en fait, le marché peut le cours ou la courbe, c'est la dernière transaction faite. Une transaction, il suffit en fait juste d'un acheteur et d'un vendeur. Même sur une action, ça pourrait éventuellement faire baisser fortement le cours. Voilà. Donc, ce qui est important
C'est pas parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs que ça monte ou que ça baisse. Par contre, quand il y a beaucoup de volume, ça montre, ça valide le fait, c'est plutôt une validation du fait que il se passe quelque chose et que le marché régit fortement. Voilà. Supposons qu'un jour de bourse, un jour fermé, où il n'y a personne qui fait des transactions, le cours monte ou baisse de manière significative, il n'y a eu aucun volume, c'est pas forcément significatif de l'état du marché. Voilà. Donc, à confirmer avec les volumes. Et je vais revenir à ma présentation pour pouvoir vous détailler, un petit peu ces approches. Alors, voilà. Voilà. Donc, on va regarder les figures chartistes, notamment ces histoires de support et de résistance, comment essayer de les préciser. Alors, sur toutes ces figures, ce qui sera intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait une tendance bien définie. Si le marché n'a pas de tendance, cette approche perd beaucoup de sa pertinence. Voilà, donc l'idée et l'objectif sera d'anticiper le potentiel d'une tendance, jusqu'où elle peut aller et qu'est-ce qu'elle peut faire, et surtout d'anticiper le retournement de tendance, effectivement, si par exemple mon support ou ma résistance est cassée. Et après, effectivement, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de pouvoir déjà anticiper des objectifs de point d'entrée ou de point de sortie. Si on se rapproche du support, eh bien, c'est un point d'entrée. Si on dit le support est franchi et je passe en dessous, eh bien, ça peut aussi être aussi un point d'entrée. Alors, j'ai des supports, j'ai des résistances. Pour aller simple et rapidement, j'ai plutôt des petits graphiques qui vont me permettre d'expliquer simplement les choses. Donc support-résistance, quand vous mettez les deux sur un marché assez statique, donc ça fait ce qu'on appelle un canal. Et quand un support ou une résistance est franchi, c'est ce qu'on appelle souvent un break, accélération dans un sens. Et c'est ça l'intérêt de ce graphique-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un pullback. Un pullback, souvent, ça revient tester le niveau qui a été franchi. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser forcément impressionner par le fait que ça revienne chercher le niveau franchi. C'est un pullback, c'est assez classique. Puis après, la tendance, elle est franchement ici à la baisse. Alors souvent, ce qu'on verra même parfois, c'est ce qu'on appelle le principe de polarité. C'est quoi? Eh bien, ça a cassé, c'est à la baisse, ça a remonté jusqu'au support, ça revient plusieurs fois sur le support. C'est-à-dire que le support devient résistance. Donc c'est le principe de polarité, c'est que quand le support est franchi, le support devient souvent résistance, et quand une résistance est franchie, eh bien, elle devient souvent support. Alors, donc ce graphique-là, autre figure, l'exprime peut-être davantage. Donc j'avais ma résistance, mon support, et j'ai eu mon break, et mon support ici a servi quelque temps ensuite de résistance. Le double bottom, voilà, ça a touché 2 fois le support, ça a retouché après la résistance, et puis accélération à la hausse. Ça a venu rechercher la résistance avec le pullback, et puis c'est reparti. Voilà. Donc c'est juste un peu l'explication, une autre interprétation de ce que je vous ai déjà dit. Autre figure, alors là qui est plus différente et qui est célèbre et qu'il faut forcément évoquer, c'est l'épaule, tête-épaule. Donc il faut bien sûr, pour la détecter, il faut regarder, se promener sur les graphiques et essayer de voir les choses. Alors, encore une fois, elle est intéressante et importante quand il y a déjà eu une tendance préalable bien définie. Voilà. Si une épaule tête-épaule dans un environnement qui est complètement erratique, elle n'aurait pas vraiment de signification. Alors, c'est quoi cette épaule tête-épaule? Eh bien, voilà, donc il y a une épaule à gauche, une tête qui dépasse largement, une deuxième épaule, voilà, donc et une ligne de support qu'on appelle souvent la ligne de coup. Voilà. Et quand vous trouvez cette figure quelque part, et que, alors il faut que les épaules soient assez symétriques, de même amplitude,
qu'elle soit propre, eh bien, ça veut dire que quand ça va casser ou break, eh bien là, et que la tendance était à la hausse, hein, avant, eh bien là, vous aurez une poursuite à la baisse assez importante. Voilà. Alors comment après expliquer ceci? Eh bien, il y a eu les acheteurs. Tout ça, c'est une confrontation entre acheteurs et vendeurs, hein. Donc, ils ont testé la tête. Ici, à la tête, la tendance c'est à montrer à la hausse, à montrer ses limites. Il y a eu de plus en plus de vendeurs. On a retesté ici, et puis c'est parti à la baisse. Voilà. Donc, vous avez des épaules tête épaules qui sont inversées. Donc, c'est le même schéma, sauf que eh bien, il faut le mettre en symétrique à la baisse. Et dans ce cas-là, il y a une tendance initiale à la hausse. Vous avez un épaule tête épaule renversé, et dans ce cas-là, eh ben, ça repartira à la hausse. Le biseau descendant, voilà, donc vous avez des supports et des résistances qui ne sont pas forcément horizontales. Et puis quand ça break, quand ça casse ce biseau, et bien encore une fois, accélération dans le sens où ça a cassé. Biseau ascendant, c'est le même principe. Triangle ascendant, triangle descendant. Voilà les différentes choses. Maintenant, je vais vous montrer peut-être les choses encore plus, qui je trouve encore plus pertinentes. C'est tout ce qui est indicateurs techniques et notamment les moyennes mobiles. Alors, sur les indicateurs mathématiques, on peut les répartir en 3 groupes, hein. Il y a ce qu'on appelle les indicateurs de tendance, plutôt déterminés à fixer, ou plutôt aidant à fixer et à voir la dynamique du marché. Donc, on verra la moyenne mobile, la MACD, les bandes de Bollinger. Et puis après, il y a les oscillateurs, plutôt dans des marchés qui sont un peu incertains, et les indicateurs de force. Alors, on va aller voir les moyennes mobiles. On va retourner sur le site EasyBourse. Donc, voilà, donc je reviens sur mon graphique. Je vais le nettoyer. Alors, comment nettoyer mon graphique? Hop, je peux tout simplement, hop, sur mes indicateurs, je vais tenir, hop, effacer. Voilà, je peux, hop, je vais arrêter les volumes pour avoir une chose plus propre. Je vais me mettre en courbe. Je vais enlever les volumes, voilà, exactement. Et je vais enlever le CAC 40. Donc là, je vais, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi le CAC 40 ne s'enlève pas. Donc, F5. Hop, voilà. Donc, mon graphique. Alors, les moyennes mobiles, c'est quoi? Alors, le plus simple, c'est les moyennes mobiles arithmétiques. Moyennes mobiles arithmétiques, et en l'occurrence, on peut les paramétrer. Donc, une moyenne mobile arithmétique de 20, qui est souvent une moyenne mobile de référence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lisse les 20 derniers cours de clôture, si on raisonne par journée. Voilà. Donc, ça permet de lisser le graphique et de mieux montrer la tendance. Donc là, c'est ma ligne en rouge. Voilà, ça permet comme ça de moins être pollué par les bruits et de mieux voir ce qui se passe avec un peu plus de recul. Et donc souvent déjà, on peut considérer comme point d'intérêt quand la moyenne mobile croise le cours réel. Voilà. Donc c'est souvent, ça peut être annonciateur déjà d'un signal, par exemple ici ça a croisé, ça peut être annonciateur d'un signal d'achat, ça a remonté ici, signal de vente, ça a recroisé ici, signal d'achat, ça a recroisé ici, signal de vente, voilà, ça recroise, voilà, il y a une belle intermédiaire, ça recroise, signal de vente, ça recroise ici, signal d'achat. Voilà. Donc ça permet d'avoir déjà une première vision qui peut être intéressante. Le mieux, c'est de croiser cela avec plusieurs moyennes mobiles. Alors souvent avec une moyenne mobile
dont le rapport est 4 fois plus élevé. Alors, par exemple, là, si j'ai pris une mobile de 20, ça peut être intéressant de rajouter une moyenne mobile de 80. Et souvent, on va comparer cette moyenne mobile qui est relativement court terme avec une moyenne mobile plus long terme de 80 et de regarder, encore une fois ici, ce croisement de moyennes mobiles et ça donnera une information considérée comme plus fiable quand ça se croise comme annonciateur d'un retournement de tendance. Donc si je prends cet exemple-là, c'est croisé ici, ça a monté, alors ça a croisé ici, voilà, ça a recroisé ici, ça a baissé, ça a croisé ici, ça a monté. Voilà. Donc voilà, ce croisement mobile, après l'idée générale, ça peut être d'optimiser. Voilà. Donc là, j'avais du 80 et du 20. Pourquoi pas mettre du 15 et du 60. Voilà. Donc on peut jouer sur ce croisement de mobile en fonction des secteurs, en fonction des sociétés, pour déterminer des croisements qui font sens. Voilà les moyennes mobiles. Quelques mots sur, donc il y a des moyennes mobiles arithmétiques, hein, c'est juste la moyenne des 20 derniers cours. Ça permet de lisser les choses et de mettre les choses en évidence. Moyenne mobile exponentielle, c'est quoi? Eh ben ça, encore une fois, quand elle est de 20, c'est pas forcément c'est les 20 derniers cours, mais avec une surpondération des derniers. Donc ça valorise ce qui s'est passé au plus proche, et donc ça permet d'avoir peut-être plus de finesse qu'une moyenne mobile arithmétique. Alors, en surpondérant les événements les plus récents. Alors je vais supprimer ces graphiques-là. Enlever, voilà, c'est enlever, enlever, enlever. Voilà, c'est quand vous avez des choses sur le graphique, vous les enlever, il y a le petit bouton enlever qui est là. Et ces moyennes mobiles exponentielles sont souvent utilisées avec ce qu'on appelle la MACD. Donc MACD qui là, pour le coup, est accessible via indicateur MACD. Et la MACD va utiliser deux moyennes mobiles exponentielles, qui une sera basée sur 12 jours et l'autre sur 26 jours, sera rapport entre les deux. Je vais faire ajouter. Et donc, elle est pour le coup est affichée en dessous du graphique. Voilà, donc elle est là. Et donc elle va permettre de pouvoir mettre en évidence donc ce rapport entre le court terme à 12 jours, la durée un peu plus longue à 26 jours, et la dynamique de variation. Et ce qui sera intéressant ici, ce sera de voir comment elle évolue et de voir notamment s'il y a ce qu'on appelle des divergences. Alors voilà le concept de divergence. C'est quoi? C'est quand j'ai une évolution de la MACD qui est contraire à l'évolution du cours. Donc ça, c'est un signal fort de retournement de situation. Donc, je vais essayer de trouver un exemple de cela. Donc, quand j'ai le cours, par exemple, il faudrait que je zoome de manière peut-être plus proche sur ce qui s'est passé. Donc, le cours a baissé, donc, et ma moyenne mobile a monté. Donc ça se voit sur des petites périodes souvent, et ça permet d'anticiper ce retournement de tendance. Voilà. Donc voilà pour le principe de la MACD. Et donc j'ai comme autre oscillateur que je voulais également vous montrer, c'est le RSI, qui lui aussi est seulement beaucoup plus simple à utiliser que la MACD. On va aller voir ce que c'est exactement. Donc indicateur, vous faites indicateur
et RSI, qui est le Relative Strength Index. En fait, c'est le rapport de force entre acheteurs et vendeurs qui va regarder le total des positions acheteuses, le total des positions vendeuses sur une période donnée, qui va en faire le ratio et qui va établir un indicateur qui sera entre 0 et 100 et qui va établir ce rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Et là, une chose assez simple, ce sera déjà de se dire quand on est à 50, c'est-à-dire qu'on est en position équilibrée. Si on passe en dessous de 50, eh bien, c'est-à-dire qu'on commence à être en domination des vendeurs, et en dessous de 30, là, c'est de la survente. Voilà. Survente, et quand on dépasse les 70, c'est du surachat. Et donc, en général, on va regarder ces deux lignes-là, le 30 et le 70. Quand on va passer au niveau de 30, ce sera un signal fort d'achat. Ici, je vois, quand j'ai passé le 30, on peut se positionner assez fortement à l'achat. Et quand je touche les 70, et non pas les 70, c'est-à-dire qu'on était en survent, en surachat, et donc certainement c'est intéressant de se positionner, de vendre ou de se positionner à la baisse. Voilà. Donc on voit sur ce graphique-là, c'est finalement assez bien, le principe de RSI a été assez bien respecté, et je peux appliquer sur ce principe d'oscillateur, en complément de cette barrière de 70 et 30, le principe de divergence, c'est-à-dire que je peux aussi aligner des points hauts et des points bas de mon RSI, aligner également des points hauts et des points bas de ma courbe. Et si j'ai une évolution contraire entre les deux, j'ai ce qu'on appelle une divergence, et c'est encore plus annonciateur d'un retournement de tendance. Voilà. Alors, je vais retourner à ma présentation pour vous parler des chandeliers japonais. Alors, juste les chandeliers japonais, je vous ai montré où est-ce que c'était sur le site. Je veux juste le vous montrer pour que ce soit bien clair. Chandelier japonais, chandelier ici. On appelle souvent, on dit chandelier japonais ou bougie japonaise. Et pour bien les voir, souvent il va falloir zoomer ou dézoomer. Voilà. Donc là, je vais essayer de me rapprocher de mon horizon de temps. Voilà. Tac. Voilà, donc jouer sur le temps pour bien afficher et que les bougies soient bien visibles. Alors, les bougies japonaises, c'est quoi exactement? Allons sur mon graphique, ce sera plus simple à expliquer. Donc, en l'occurrence, vous avez des bougies vertes et des bougies rouges. Ça vous permet de voir à un coup d'œil, eh bien, si la journée était en hausse ou en baisse. Voilà. Et quel était le rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Alors, une bougie japonaise, elle a un corps et des mèches. Quand elle est verte, c'est-à-dire que l'ouverture s'est faite au bas du corps rempli, et la clôture, donc c'est fait en hausse, elle s'est faite en haut du corps rempli, et que voilà, donc commencer là, fini là, et les mèches, ça monte le plus haut et le plus bas de la journée. Et réciproquement, quand la journée sera en baisse, eh bien l'ouverture se sera fait en haut du corps rempli, clôture en bas du corps rempli, et puis le plus haut et le plus bas, c'est la mèche, ça montre la volatilité de la journée. Voilà, donc ça permet d'apprécier un coup d'œil le directionnel de chaque journée. C'est vrai que quand on regarde une courbe, on se dit bon, ça monte, ça descend. Là, ça permet de voir qu'il y a eu plusieurs jours de hausse, plusieurs jours de baisse, mais de mieux apprécier l'intensité de chaque journée. Et ce qu'on verra, c'est que
sur ces successions de bougies et sur la forme de ces bougies, on peut les analyser pour essayer de confirmer une tendance ou annoncer un retournement. Également d'être plus précis sur les points d'entrée ou de sortie, quand je commence à acheter, quand je commence à vendre. Mais par contre, au contraire des moyennes mobiles qu'on a pu voir tout à l'heure, ce sera plus difficile pour se donner des objectifs de cours. Avec une moyenne mobile, on voit le support, la résistance, on se dit, ben là, quand ça va toucher, approcher de la résistance, ce sera mon objectif. On regarde une résistance en prenant des points hauts sur les 2 dernières années, sur les 5 dernières années, sur les 3 derniers mois. Voilà, c'est des bons objectifs de cours. Les bougies japonaises, ce sera plutôt de dire là j'y vais ou j'y vais pas. Alors, les chandeliers japonais, il y a toute une terminologie, je vais juste évoquer le sujet assez simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a ce qu'on appelle les doji. Les doji, annonciateurs d'un retournement. Et alors, ce qui est intéressant quand on voit un doji, on se dit, c'est quoi? C'est le fait que finalement l'ouverture et la clôture se sont fait au même niveau, mais il y a eu une bagarre. Il y a eu un combat entre acheteurs et vendeurs, il y a eu un rapport de force important. Le marché quand j'ai un doji à longue jambe, c'est mon exemple à gauche, le marché a beaucoup hésité, et puis finalement a statué au même niveau. Doji en pierre tombale, là, les acheteurs ont beaucoup combattu et finalement ont perdu. Et Doji Dragon, les vendeurs ont beaucoup combattu et ont perdu. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui doivent faire réfléchir quand on regarde la courbe. Quand on voit ce genre de choses-là, on se dit, oulala, le rapport de force, il y a eu du combat, et il y a eu un rapport de force qui s'est fait, qui a été testé. Il va se passer des choses particulières maintenant. Donc c'est souvent, quand il se passe quelque chose de particulier, c'est souvent donc un retournement. Et également aussi, quand je vais peut-être plutôt passer à la slide suivante, comme configuration, une configuration que j'aime bien pour le coup, c'est celle-là, c'est ce qu'on appelle l'étoile du soir, l'étoile du matin. Donc il y avait encore une fois une tendance qui était assez claire, parce que si vous avez ça dans un marché qui est complètement erratique, ça ne veut pas encore une fois dire beaucoup de choses, mais si vous aviez une tendance assez claire à la hausse concernant l'étoile du soir, donc ça montait depuis quelques temps, et tout d'un coup vous avez un doji, ou du moins une bougie avec un petit corps, mais qui se positionne de manière très nette par rapport à la bougie d'avant et à la bougie d'après. C'est ce qu'on appelle un gap. C'est-à-dire qu'il y a eu, entre l'ouverture et la clôture, il y a eu une différence assez importante. Il y a eu un gap là haussier sur l'étoile du soir, puis un gap baissier le jour suivant. Le corps, il est significativement plus haut, il est même souvent plus haut parfois que les mèches. Là, c'est un retournement de tendance. Donc là, après l'étoile du soir, ça va aller à la baisse. Et l'étoile du matin, eh bien, on avait une tendance baissière. J'ai un doji, ou un quasi-doji, qui se positionne assez plus bas, effectivement, que celles qui précèdent et celles qui est après. Et là, pour le coup, ça, quand vous voyez ça, c'est annonciateur que le fait que la probabilité que ça monte est importante. Voilà. Donc, encore une fois, l'effet que ça va faire cela, c'est à la fois du fait de la signification de la bougie, du rapport de force qui s'est fait, ça a testé le niveau, il y a eu un combat et on voit qui a gagné. Est-ce que ce sont les vendeurs, les acheteurs qui ont gagné ou perdu? Et deuxièmement aussi parce que tous les participants du marché, ou beaucoup de participants du marché, regardent cela et en tirent les mêmes conclusions. Donc c'est un côté aussi un peu auto-réalisateur. Voilà, beaucoup de bougies diverses et variées. Voilà, donc l'idée c'est pas de les passer tous en revue. L'idée c'est de voir que quand vous avez des bougies particulières, des configurations particulières,
eh bien, il va se passer quelque chose de particulier. Et ces choses particulières, ce sera souvent des retournements de tendance. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les graphiques et aller les courbes, mais aussi les chandeliers japonais, à essayer de voir plus précisément comment ça se présente, et toujours essayer de raisonner en termes, il y a eu un combat entre acheteurs et vendeurs, qui est-ce qui a gagné, qui a capitulé, est-ce que les acheteurs vont se transformer en vendeurs et les vendeurs en acheteurs. Alors effectivement, j'ai une question, quelle est la signification rouge ou vert? Eh bien, le rouge, ce qui était là, je vais revenir juste à mon rouge, c'est-à-dire que le marché était en hausse, d'accord? Et, et vert, c'est le marché était en hausse, c'est-à-dire que l'ouverture était plus bas que la clôture. Et en rouge, c'est que la journée était en baisse, l'ouverture était plus haut que la clôture. On va aller voir ça sur le site EasyBourse, hein, c'est vraiment extrêmement clair pour tout le monde. Hop. Voilà, donc je vais revenir. Hop. Voilà, hop, peut-être je vais remettre ma courbe là. Hop, je vais revenir, je vais me remettre sur une période. Voilà, comme ça. Chandelier. Voilà. On va essayer de voir de manière plus précise comment on peut essayer de voir les choses ici. Je pense que peut-être ce qui peut être le plus intéressant, ce sera peut-être cette séquence-là. Ici, par exemple, là où il y a eu un élément peut-être marquant. Ici, vous avez eu une tendance, là, un mouvement qui était assez bien défini. Et ici, donc, vous avez l'étoile dont je vous ai parlé, dire que après la tendance, il y a eu une ouverture, un corps qui est en dessous des deux corps précédents, une bataille qui a été gagnée finalement par les acheteurs et c'est reparti à la hausse. Voilà. Voilà, donc, et alors ce qu'on peut voir effectivement quand c'est en rouge, c'est que donc c'est bien une journée de baisse. Hein. Donc, et en vert, là, c'est une journée de hausse. Ça a remonté. Ici, il y a eu presque, on aurait dit, est-ce que c'est une étoile là-haut? Il y a eu une hésitation, c'était pas vraiment une étoile. Il y a eu une deuxième jour de combat qui est eu ici. Beaucoup d'hésitation. Plus la mèche est grande, plus il y a eu de l'hésitation. Là, c'est les vendeurs qui ont gagné après beaucoup d'hésitation. Et donc là, c'est reparti à la baisse. Donc, je ne connais pas s'il y a une signification de ces deux bougies simultanées, mais les deux ensemble peuvent presque constituer une étoile. Alors, comme le temps passe, hein, il est déjà ce que je voulais juste vous dire, hein, c'était vous donner quelques éléments de les volumes. Alors les volumes, comme il y a une question sur les volumes, on va retourner voir les volumes. Les volumes. Donc les volumes, bien afficher les volumes, hein, que ce soit clair. Alors pour passer encore une fois d'une représentation où on peut dessiner aux indicateurs, il y a toujours ce petit bouton vert sur lequel il faut cliquer à chaque fois. Indicateur, les volumes. Hop, j'affiche les volumes là. Et donc, les volumes, eh bien, quand le volume est rouge, eh bien, on voit que la bougie était rouge aussi, donc c'était un jour de baisse. Voilà. Et quand il y a beaucoup de volume, souvent c'est annonciateur effectivement de quelque chose de particulier. Et en l'occurrence, après une baisse assez marquée, bah, c'est souvent plutôt un retournement. Voilà. C'est un regain d'intérêt. Soit si une hausse, c'est beaucoup de gens vendent leur position. Et après une baisse, beaucoup de gens se repositionnent. Et donc ça peut repartir à la hausse. Voilà. Donc, de manière complémentaire à ce que je vous ai dit, hein, qui est vraiment une première approche, une première vision des choses, tout ce que je peux vous dire,
comme conseil, c'est de apprendre à regarder les graphiques et de zoomer, dézoomer, voilà, parce que si vous trouvez une configuration euh, qui vous plaît beaucoup, eh bien essayez de la mettre en perspective avec des horizons de temps plus grands. L'analyse technique, bien sûr, il faut aussi choisir sur quelle période de temps vous voulez investir. Est-ce que vous voulez investir à la journée, en day trading, sur une semaine, sur un mois? Donc il faut aussi connaître vos objectifs, votre pratique pour adapter votre analyse du graphique avec votre propre pratique et votre propres objectifs personnels. Et également aussi, comme principe, c'est de donc il y a des bougies, il y a des moyens mobiles qui se croisent. Tout ça c'est intéressant, ça donne une certaine probabilité que tel événement va se produire. Plus vous allez combiner les outils, les approches, plus ça va vous donner aussi de la pertinence. Sans oublier bien sûr l'analyse fondamentale, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, si vous avez une belle bougie, une belle étoile un jour donné et que la Fed fait une annonce très forte le, le lendemain, ou que on annonce qu'on reconfine les États-Unis ou la Chine ou la France, et bien sûr votre étoile elle sera balayée. Voilà, donc de manière complémentaire pour, pour vous donner quelques éléments, il y a non seulement ces outils-là qui peuvent aider, mais également aussi essayer aussi d'avoir des principes et de la méthode. Et l'analyse technique, c'est beaucoup être dans la tendance, suivre la tendance. Donc, c'est de pas ou anticiper. Voilà, c'est être dans la tendance, mais, tout en anticipant la tendance, mais ne pas être contre la tendance. Voilà. Donc, le grand danger, c'est d'avoir raison tout seul ou de partir trop tôt ou de partir trop tard. Donc, la tendance, suivre la tendance, anticiper la tendance, mais pas être contre la tendance. Voilà, donc il y a un réglage à se faire de ce côté-là. Ne pas entrer à l'aveugle, donc utiliser ces outils-là au moins pour vous croiser avec ce que vous avez pu entendre comme analyse à droite ou à gauche. Une phrase que j'aime bien, qui n'est pas forcément d'analyse technique, mais c'est perdre comme un riche et gagner comme un pauvre. Également aussi d'avoir toujours ce qu'on appelle du money management, c'est-à-dire que quand vous avez des gains, il faut mieux avoir raison une fois sur deux avec des pertes inférieures aux bénéfices que raison de 9 fois sur 10 avec des pertes importantes, voilà, et de tout petits gains. Voilà, donc c'est un peu comme perdre comme un riche et gagner comme un pauvre. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont un gain, vendent tout de suite, mais par contre, quand ils ont une perte, sont incapables de la couper et se laissent entraîner par le bas. Voilà, donc il faut savoir couper ses positions quand son scénario, quand ses objectifs ne sont pas respectés, et il faut prévoir à l'avance, si possible, à quel moment on va couper ses positions, et pour cela, les ordres à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement, qu'on appelle aussi souvent les stop loss, sont importants pour se contraindre à vendre. Je vais vous montrer encore deux choses de manière avant de finir, et si j'ai pas d'autres questions. Deux choses sur le site. D'une part, c'est le fait qu'il y a des analyses toutes faites, notamment qu'on retrouve dans les rubriques produits de bourse, même, qui sont intéressantes même si vous n'êtes pas acheteur ou intéressé par les varants. Ce sont donc il y a beaucoup d'analyses qui sont hier sur Michelin, aujourd'hui sur le CAC 40, Société Générale, sur Safran, etc. Et là, on retrouve, alors c'est vrai de manière assez simple, les différentes, moi, expliquer de manière assez rapidement, des choses que je vous ai montrées aujourd'hui. Où sont les supports, où sont les résistances, quelles sont les lignes, est-ce qu'il y a eu des gaps haussiers ou baissiers, quel est le RSI qui est là, et la conclusion qui est en tirée en termes de dynamique à la hausse ou à la baisse. Bien sûr, il y aura une conclusion qui vous dira il faut plutôt acheter un call ou
acheter un put, quand la conclusion c'est d'acheter un call, c'est-à-dire que le marché est à la hausse, donc voilà, et un put, ce sera marché à la baisse. Voilà, donc même si vous n'êtes pas acheteur ou intéressé par les varants, les turbos, les certificats, vous avez beaucoup d'analyses qui vont vous donner de l'information sur telle ou telle société. Et après, vous pouvez, sans acheter le varan ou le turbo qui correspond, eh bien en tirer les conséquences et les conclusions pour vous, même si vous n'achetez que des actions classiques. Et autre élément aussi plus technique, si vous voulez continuer à avancer de manière plus dans la voie de l'analyse technique, le potentiel est énorme. Hein. Là, j'ai juste effleuré le sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place gratuitement jusqu'à la fin de l'année un outil qui s'appelle l'analyse graphique Pro Real Time. C'est un outil très complet qui va permettre d'une part de retrouver des graphiques encore plus techniques que ce que je vous ai montré, avec pour le coup le fait de pouvoir les enregistrer le travail que vous faites dessus, en stocker des configurations particulières, donc un travail beaucoup plus complet. Et autre élément, ce serait aussi de pouvoir screener le marché. C'est-à-dire que là, dans ce que je vous ai montré, c'est l'idée générale. Je n'avais pas installé mon logiciel. Dans ce que je vais peut-être l'activer avec Gmail, avec lequel je suis plus habitué. Oui, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir aller un peu à la recherche des figures sur le graphique, essayer de détecter les choses, apprendre à regarder avec cet outil Real Time, je vais y arriver, donc qui est proposé à tous les clients en ce moment, hein, et donc tout le monde peut l'utiliser gratuitement. C'est plus simple. Voilà. Voilà. L'idée générale, effectivement, de ne pas forcément la quête aux figures, mais de pouvoir afficher directement toutes les configurations qui sont annonciatrices de retournement, de screener le marché, de screener totalement toutes les sociétés du marché. Voilà. Donc ça fait énormément de temps. Donc là, il faudra que je revoie un petit peu mon installation. Mais sachez qu'il est accessible ici. Il faut juste que je change mon proxy. Tout simplement. Voilà. Écoutez, de toute façon, on fera un webinaire prochainement sur l'analyse technique avec ProRealTime et comment on active le logiciel, comment effectivement on travaille sur les graphiques, comment on retrouve les analyses et les indicateurs avec encore plus de choix que ce que je vais montrer aujourd'hui sur nos graphiques dynamiques, et troisièmement tous les scans, les palmarès, les pro-screeners, pour pouvoir investiguer tout le marché et retrouver tout de suite une hiérarchie des meilleures configurations de bougies japonaises, de meilleures configurations de RSI, de meilleures configurations de MACD, pour pouvoir les exploiter facilement. Alors, effectivement, j'ai une question, est-ce qu'on peut enregistrer? C'est enfin, ça s'affiche en fin, donc vous pouvez voir de manière plus précise à quoi ça ressemble. Donc il y a plein de graphiques, c'est assez technique, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on a mis en place des tutos pour pouvoir expliquer ce que c'est. Une question sur les graphiques dynamiques. Nos graphiques dynamiques sur le site EasyBourse ne sont pas enregistrables, c'est pour ça qu'on propose maintenant aussi Pro Real Time, où là vous pouvez enregistrer tout votre travail. Voilà, donc comme ce webinaire touche à sa fin, merci pour les différentes questions. Je vous mets en feedback si vous n'êtes pas client EasyBourse et que nos services vous intéressent, on se fera un plaisir de vous les expliquer, vous préciser tout ce qu'on peut vous faire pour vous au 0800 802 200, toujours notre service client.
à votre disposition pour ce que vous avez fait ou ce que vous voulez faire concrètement sur un compte existant EasyBourse. Dernière question, sera-t-il possible de passer ces ordres sur PRT? Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Nous y travaillons pour cet automne. Effectivement, ça permettra de positionner vos ordres directement sur le graphique, donc de rester dans l'environnement du graphique pour positionner vos objectifs et de les voir sur le graphique et de pouvoir les gérer de manière plus simple et de manière visuelle. Voilà, donc je vous enverrai un mail de bonne fin de ce webinaire avec le lien de la vidéo. C'est à cette occasion-là que je vous mettrai, que vous pourrez m'envoyer un mail pour recevoir la présentation. Encore une fois, merci et bonne journée à tous.